Bonjour Adrien Gindre, votre invité ce matin, Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. On reviendra dans un instant notamment sur l'interview de Marine Le Pen sur LCI hier soir, ce qui avait plusieurs déclarations très importantes. Mais d'abord, ce rendez-vous qui vous concerne tout directement, dans à peine 2 heures, vous présidez la fameuse CMP, Commission mixte paritaire. Pour le dire plus simplement, ce sont ces 7 députés et 7 sénateurs qui vont se retrouver pour tenter de trouver un compromis sur le budget. Est-ce que vous souhaitez qu'un compromis soit trouvé ? Non, évidemment pas. Je ne souhaite pas que ce budget passe. Mais à la CMP, il va sûrement passer. Je vous explique parce que, grossièrement, la répartition... La droite et le bloc central sont majoritaires. Oui, ils sont à 8 contre 6. Voilà. Donc, théoriquement, je sais que les 2 rapporteurs, Jean-François Husson et David Amiel, pour le Sénat et l'Assemblée, se sont entendus. Je le sais parce qu'il y a un texte qui commence à tomber. Donc, à partir de là, je vois difficilement comment elle ne serait pas conclusive. Et donc, c'est cette CMP qu'il va falloir battre lundi à 16h, si on ne passe pas au vote, s'il y a 49-3, censuré. Donc pour bien reprendre les étapes, aujourd'hui vous nous dites les conditions sont réunies pour qu'il y ait, malgré vous, un texte de compromis qui soit trouvé. A priori, vu le rapport de force entre sur la CMP, oui. Un texte qui, du coup, à mon avis, va faire peut-être encore plus grave que le texte issu du Sénat, qui, lui, était déjà beaucoup plus grave que le texte initial de Michel Barnier, puisque je rappelle que... il amputait les dépenses publiques de 7 milliards sur les 9 milliards de baisse globale par rapport à 2024. Alors vous avez vu, on ne va pas refaire la carte des chiffres à l'infini, Charles de Course. Non, mais même Charles de juste qu'il est plus austéritaire que le budget Michel Barnier. Oui, d'accord. Il dit tout de même, il y a quand même une dépense qui augmente de 27 milliards, un budget de l'État en hausse, un budget des collectivités en hausse, un budget des administrations sociales. Excusez-moi, je vous répète, non, le budget de l'État n'est pas en hausse. Vous le direz à Charles de Courson, c'est le rapporteur général du budget. Charles de Courson s'est trompé, je l'ai lu, mais il s'est trompé dans son analyse. Le budget de l'État baisse, c'est les chiffres de Bercy, baisse de 24 milliards si on tient compte de l'inflation, de ce qu'il aurait fallu faire pour le mettre au même niveau, répondre aux mêmes besoins. Vous n'êtes toujours pas d'accord sur le constat entre députés. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, je vous donne les chiffres qui sont sortis, y compris les chiffres validés par Bercy. Et en plus de sur ces 24 milliards, vous avez 9 milliards de baisse brute et pure. C'est le budget le plus austéritaire depuis 25 ans. Alors, donc, je ne suis pas d'accord avec Charles, mais ce qui n'est pas grave. Pour avoir le meilleur budget ou le moins mauvais budget possible, et notamment pour s'engager à ne pas le censurer, les socialistes demandent toujours des concessions. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, circule même en coulisses l'idée qu'il pourrait y avoir une augmentation du SMIC dès cet été, pourquoi pas de 20%. Ils demandent que le budget de l'aide médicale d'État pour les étrangers soit garanti. Est-ce que vous soutenez tout de même ces revendications, quitte à avoir un budget? Est-ce qu'au moins vous dites il faut que ça avance comme eux le D'abord, souhaitent? les revendications des socialistes, notamment dans ce qu'aurait donné comme concession, une certaine partie n'étant pas passée au Sénat, Monsieur Bayrou par rapport à ce qui avait déjà été gagné au moment de la censure, ce que Monsieur Barnier avait dû lâcher. En tout et pour tout, c'est 430 millions d'euros contre 7 milliards de baisse de dépenses publiques. C'est juste pour vous donner le parallèle. Et dans les 7 milliards, parce que vous avez raison, les chiffres ne veulent rien dire, mais que les gens savent qu'on ampute d'1 milliard le budget du ministère de l'Éducation, de la Recherche, de l'écologie, du travail, mais vous ne me de la répondez culture, pas sur ces etc. demandes-là. Si, mais je vous réponds déjà pour vous dire que ce qui a été concédé n'est rien par rapport à ça. Et je ne sais pas si les socialistes vont du coup se contenter des miettes. Je donne un seul exemple pour bien comprendre. On nous dit on va peut-être préserver 4000 postes d'enseignants. C'est 50 millions d'euros comme coût. Peut-être, c'est l'engagement du Premier ministre. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas été valide. Il faut que la discussion Moi, je pense que c'est un peu fait exprès et que ça va relâcher en CMP. Et d'un autre côté, sachez qu'il y a un autre amendement qui prend ailleurs, au même ministère, 50 millions d'euros. Donc vous dites quoi? Donc en réalité, c'est match nul. Je dis que c'est une entourloupe et que j'espère que mes camarades socialistes, mes collègues socialistes, vont ne pas se laisser prendre à cette entourloupe, voilà, qui consiste à qu'ils ne votent pas la censure pour 3 fois rien et pour adouber un budget que je continue à dire d'austérité. Donc, vous l'avez dit, s'il y a un texte qui sort aujourd'hui, lundi, il est soumis à l'Assemblée, il y aura certainement un passage par le 49.3. Ça va durer un peu. Ça peut durer jusqu'à demain. Oui, ça peut durer jusqu'à demain. Il y aura un dépôt de motion de censure par la France Insoumise, ça c'est acquis, vous confirmez. Ensuite, il y aura la question de qui vote cette censure. Bah, Hier déjà, soir, sur vous avez LCI, les socialistes et les écoogistes qui ont dit qu'ils le votaient. Alors, Si, les c'est sûr. socialistes n'ont pas dit clairement qu'ils voteraient la censure. Les communistes et les écologistes l'ont. Voilà, il reste les communistes. Pardon, oui. Ah pardon, j'ai dit socialistes. Oui, non, Voilà. Communistes et Précision il reste les importante. socialistes. Il y a aussi la question du C'est mon espoir, c'est pour ça. J'ai compris. On a bien compris. La question du RN. Hier soir sur LCI, Marine Le Pen maintient une forme de flou. Elle dit nos lignes rouges sont les mêmes qu'à l'époque du gouvernement précédent. Si elles sont dépassées, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets, donc la censure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au RN? Est-ce que vous comptez encore sur le RN pour soutenir cette censure et voter avec vous? Mais écoutez, moi ce que je souhaite, c'est que les oppositions s'opposent. Voilà, pour s'opposer, c'est-à-dire si on veut passer en force, il y a pas d'autre manière que le motion de censure. Donc après, le RN sera responsable devant ses électeurs, puisqu'il n'arrête pas de dire
qu'il ne souhaite pas que ce gouvernement continue à appliquer sa politique, que ce budget est d'austérité. Certains d'entre eux le reconnaissent. Je discute avec certains d'entre eux qui le reconnaissent. Donc après, ils feront ce qu'ils veulent. Moi, je considère que la logique de cette assemblée où le socle commun est ultra minoritaire et qu'il ne puisse pas continuer à appliquer une politique qui est illégitime parce qu'elle n'est pas sortie majoritairement des urnes. Il faut toujours se rappeler de ça quand même. C'est votre analyse en effet. C'est la réalité. Oui. Marine Le Pen également hier a eu des mots sur Jean-Luc Mélenchon. Je vais les citer. Je l'ai vu devenir hypocrite, électoraliste, changer radicalement de position parce qu'il y avait un intérêt électoral. Il fait du clientélisme sur le dos de l'unité du pays. Est-ce que ce matin, vous représentez un homme hypocrite et électoraliste ? Écoutez, j'allais dire que c'est presque bon signe, parce que si elle attaque Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'elle comprend bien que nous sommes les seuls, en réalité, à moyen ou long terme, capables de nous opposer à sa prise de pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Voilà, bon, donc, si elle ne nous attaquait pas, c'est qu'elle ne considérerait pas qu'on est des adversaires dangereux. Elle a raison de le considérer, parce que je pense que seule une gauche sur une base de rupture est capable de s'opposer à la montée de l'extrême droite dans ce pays. Et la deuxième chose, pour quelqu'un qui, j'allais dire, cultive toujours le racisme, qui est la pire des divisions dans un pays, et la façon de briser l'unité de la nation, je trouve que c'est assez paradoxal. Vous acceptez les critiques, ça vaut aussi quand elles viennent de Clémentine Autain, votre ancienne camarade de parti, qui, elle, hier, disait « Croire que nous avons déjà un programme finalisé, un candidat désigné, des forces, c'est une folie ». C'est vraiment ne rien avoir compris à la période, et dit ça pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas envie de polémiquer avec Clémentine, je veux dire... Elle dit ce qu'elle veut. Je pense qu'on a peut-être intérêt à concentrer nos tirs par rapport à l'extrême droite, par rapport au fait que l'autre jour, on s'est retrouvé dans une Assemblée nationale où du Rassemblement national aux macronistes, tout le monde s'est levé pour applaudir François Bayrou en train de parler de submersion. Vous voyez, je pense que dans le moment, il faut peut-être savoir qui sont nos adversaires au lieu d'essayer d'entretenir un bashing anti-LFI. Bon, il y a mieux à faire, je trouve. Bernard Arnault, c'est votre adversaire. Je pose la question parce que le PDG de LVMH s'est plaint en début de semaine des 700 à 800 millions d'euros d'impôts supplémentaires qui attendaient son groupe LVMH. Il dit c'est incroyable. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. C'est la taxation du Made in France. Écoutez, en tout cas, lui considère qu'on est ses adversaires parce que j'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup poussé le chef de l'État, surtout pas qu'il était un gouvernement NFP. Donc lui se situe comme ça, comme adversaire, peut-être, on va dire, entre guillemets, de classe, si on veut bien dire qu'il représente finalement les plus grandes fortunes qui ont beaucoup profité des 5 ans de macronisme. Moi, je considère qu'elle devrait faire un effort bien supérieur quand il y a un effort énorme demandé à tous les Français. Là, c'est très peu. On parle d'une taxe de 8 milliards alors qu'ils ont fait plus de 100 milliards de dividendes et de rachats d'actifs. Mais quand il dit, Éric Coquerel, quand il dit les États-Unis, Donald Trump nous tendent la main, les impôts vont baisser, voilà. On nous fait la cour pour des implantations d'ateliers, on regarde ça sérieusement. Je vais vous répondre. Déjà, ça note une chose, c'est qu'on a une part aujourd'hui des chefs d'entreprise, des principaux chefs d'entreprise qui virent à l'extrême droite, parce qu'il est en train Bernard Arnault vire à l'extrême droite. Bien sûr. Quand il dit qu'il faudrait, comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie, et qui parle d'Elon Musk, qui fait des saluts fascistes, en prétextant que c'est des saluts il n'a jamais parlé des saluts fascistes, il parle de libéralisme économique et de débureaucratisme. C'est littéral. Il faudrait, comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Donc, il nous donne Elon Musk comme modèle. Elon Musk, si vous voulez, je peux me permettre de dire qu'il a viré à l'extrême droite. Donc, si Bernard Arnault et LVMH partent aux États-Unis, peu importe, on s'en fiche. Non, mais attendez, je continue. Les États-Unis, et on va conclure. Les États-Unis, vous avez une bureaucratie terrible, puisque vous savez que les impôts et autres, c'est à deux niveaux. Au niveau fédéral, au niveau de local. Mais peu importe, donc c'est bien pire que c'est bien pire que ce qui peut se passer en France. Mais non, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va arrêter de le faire payer tous les impôts aux gens qui payent beaucoup moins d'impôts que monsieur tout le monde dans ce pays. Enfin, c'est sidérant. Et qui nous dit sinon je m'en vais. Mais quel patriotisme monsieur Arnault évoque. Enfin, moi, ça me sidère. Et je ne comprends pas que c'est indécent quand vous êtes dans un pays où il y a 10 millions de pauvres et où les salaires n'ont pas augmenté en pouvoir d'achat depuis 2017 et qu'on 100 milliards de plus de dividendes. Moi, je le trouve sidérant et je crois qu'il ne se rend même pas compte qu'il attire beaucoup d'antipathie quand il dit ça. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci, Adrien Gindre. On va se retrouver dans quelques instants.